Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bonsoir à Ousmane Traoré qui est le premier auditeur sur YouTube en ce jour du 19 avril 2022. Et je dis aussi bonsoir à tous les élèves de la classe qui vont certainement se joindre à nous dans le direct. Et je salue Siaka Kone, Kaswat qui sont les premiers sur la page Éclaireur Pro Vérité 2. Et mesdames et messieurs, je dis merci à tous ceux qui se joignent à nous. Nous sommes très heureux en ce jour et nous disons 1000 fois merci au chef de l'État d'avoir fait un travail excellentissime. Et je salue aussi notre mère Aïcha Dambélé sur YouTube qui vient aussi de se joindre à nous. Et dans la même foulée, je demanderai à tous ceux, toutes celles qui sont surtout présents sur YouTube, non pardon, sur Facebook, de partager massivement le direct parce que c'est une nouvelle page. Beaucoup de personnes sont en train de nous rechercher parce qu'elles aiment le travail que nous faisons. Et à travers vous, les personnes présentes en ce jour, si chacun peut partager au moins dans 10 pages, vous verrez que ça va avoir de l'effet. Et le travail que nous faisons va avoir plus d'ampleur. Et donc, je demande exceptionnellement à tous ceux qui sont présents de partager massivement comme jamais, que chacun se donne au moins le défi de partager au moins sur 10 pages, dans 10 messengers et sur peut-être 10 profils partout. Ça sera très important pour que ceux qui ne connaissent pas la page puissent se joindre à nous. À nos auditeurs qui nous suivent en direct sur YouTube, je leur dis merci d'être avec nous et c'est toujours un plaisir renouvelé. Et comme vous le savez, nous commençons avec la titrologie de ce jour. Selon Afrique sur 7.ci, Amédée Kouakou et Souleymane Diarra sont en mode séduction pour sauver leur poste dans le nouveau gouvernement qui sera formé par Patrick Hachi. Pour ce faire, ces cadres de Yamoussoukro auraient dépensé la bagatelle de 107 millions pour mobiliser des marées humaines avec pour intention d'impressionner le chef de l'État qui était présent en ce 19 avril 2022 dans la ville de Yamoussoukro. Éducation nationale. Le Point nous informe que des déficits de personnel d'encadrement élaborés par les soins des services de direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, Barreau Mamadou. Il y a un manque de 734 éducateurs, 87 inspecteurs d'éducation et 1234 inspecteurs d'orientation sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est énorme pour un système éducatif qui souhaite produire de la bonne ressource humaine. Entre-temps, un autre programme social du gouvernement est en préparation. C'est donc le lieu d'attirer l'attention des décideurs sur la nécessité, cette fois de recruter aussi des personnels d'encadrement. Mais avant d'en arriver là, il est impératif de régulariser la situation des enseignants contractuels de la première phase du PS-Gouv 2019-2020. Discours sur l'état de la nation en ce 19 avril 2022. Son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara surprend tout le monde. Au sujet de la sécurité du pays, étant donné le contexte sous-régional marqué par le terrorisme, le Président de la République a noté avec satisfaction que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est calme et sous contrôle. Il a donc félicité les grands commandements, sans oublier de s'incliner devant la mémoire des soldats tombés au front. À ce sujet, il faut noter que depuis l'annonce du retrait des soldats français de l'opération Barkhane, le président Alassane Ouattara, devant les journalistes de RFI et de France 24, avait annoncé un vaste programme de recrutement pour le compte de l'armée ivoirienne afin de contrer l'avancée du terrorisme. Sur le terrain, le concours des recrutements à l'école militaire de Zambakro est lancé et suit son cours. Certainement que d'autres recrutements suivront afin d'optimiser la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui ont accepté de vivre avec nous en Côte d'Ivoire. Dans la même lancée, M. Patrick Hachi est reconduit dans son rôle de Premier ministre. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique et la nécessité de réduire les dépenses de l'État que le gouvernement
qui sera mise en place cette semaine sera resserrée. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet, a déclaré le président Alassane Ouattara sous les acclamations de l'assistance. Cette déclaration à elle seule a suffi pour convaincre tout bon observateur que le prochain Premier ministre sera donc bel et bien M. Patrick Achi. Réagissant à ces applaudissements nourris, le président de la République a ajouté ceci. Alors, je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou parce qu'il sera resserré. S'en est suivi des rires et des applaudissements. La grande surprise est venue du côté de M. Tiemoko Meïle Kone. Le président de la République vient de le promouvoir au poste de vice-président, resté vacant depuis de nombreuses années après le départ de Daniel Kablan d'un camp. Il a officiellement annoncé la nomination de l'actuel gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Meïle Kone, au deuxième congrès des parlementaires ivoiriens qui se tient à Yamoussoukro. J'ai dû appeler tous les 7 présidents des pays de l'UEMOA hier, 18 avril 2022. Ils avaient du mal à accepter cette nomination tellement ils sont fiers de votre bilan, a révélé le président Alassane Ouattara après l'annonce de cette nomination. Monsieur Tiemoko Meïle Kone a rappelé le président de la République prêtera serment dans les prochains jours aux fonctionnaires de l'administration publique ivoirienne, au sein de laquelle il a occupé des postes de directeur de cabinet du Premier ministre, de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et celle des conseillers spéciaux du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires. Tiemoko Meïle Kone a été adoubé par les présidents des 7 États membres de l'UEMOA au gouvernorat de la BCEAO en 2014. Il y avait été reconduit en 2020. Qui est donc M. Tiemoko Meïle Kone, le nouveau vice-président? En quelques points, le voici présenté. Point numéro 1. Adjoint au directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire. Point numéro 2. Directeur central de l'émission et des opérations financières au siège de la BCEAO à Dakar. Et à ce titre, il était également membre du comité d'analyse de la conjoncture interne et internationale. Point numéro 4. Directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au Fonds monétaire international de 1991 à 1998. Point numéro 5. Conseiller du gouverneur de la BCEAO et directeur du département de l'administration générale et de la formation. Point numéro 6. Contrôleur général, chargé de la supervision, des directions opérationnelles de l'inspection, de l'audit interne, du contrôle de gestion et de la prévision des risques. Point numéro 7. Conseiller spécial et membre du gouvernement de la banque. Il a participé à ce titre à toutes les décisions prises pour la gestion de la Banque centrale, la conception et la mise en œuvre du programme monétaire des États membres jusqu'en décembre 2006. M. Kone a par la suite intégré en 2007 l'administration publique ivoirienne au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire avec rang de ministre de 2007 à 2010, puis ministre de la Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et enfin, depuis décembre 2010, il occupait la fonction de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires. Et donc, voilà en quelques points présenter le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Sujet numéro 2. C'est quoi la politique? Question du jour. La politique pourrait se définir selon plusieurs angles et sous divers aspects. Point ou aspect numéro 1. L'éveil de conscience sur les enjeux politiques. Depuis un moment et chaque fois, quand nous sommes ciblés
en parabole ou directement par l'opposition, sur des sujets qui ébranlent les valeurs de la collectivité nationale, notre réponse est quasi silencieuse et emprunte souvent au registre de mendiants en silence. Or, quiconque mendie en silence meurt de faim en silence. À attaque politique, riposte politique, cela n'entache en rien la marche vers l'objectif recherché. Mais bien au contraire, elle a le mérite de clarifier les choses en soulignant la ligne rouge à ne pas franchir. Aspect numéro 2. L'importance de la création en politique. De la réaction en politique. Je reprends, l'importance de la réaction en politique. Point numéro 2. Le représentant du PPACI, Kone Katina, en a justement donné la preuve en s'indignant des propos de Mme Anne Ouloto, selon lesquels, je cite, Gbagbo n'est pas belliqueux. Il a été blanchi par la CPI. Les belliqueux sont à rechercher ailleurs. Un jour, nous allons les trouver. L'analyse de sa réaction n'est pas mon sujet, mais c'est sa posture d'homme politique qui a réagi suite à une attaque qui m'intéresse. Plus d'une fois, les mêmes opposants opposent un hymne de division au vaste chantier en construction de la cohésion sociale et de la paix proposé par le gouvernement sans qu'il n'y ait de réaction officielle de notre part. Pourtant, nous nous devons de défendre ces valeurs parce qu'elles constituent le socle du programme de développement économique et social du président Alassane Ouattara. Nul besoin de rappeler qu'avoir le courage de recadrer les choses selon ce qui doit être n'est point contraire au sens de la marche, mais c'est plutôt d'avoir eu le courage de se débarrasser des inexactitudes et des encombrements qui peuvent freiner sa progression, fixant par ailleurs un cadre qui garantisse la cohésion sociale. En d'autres termes, cette posture de recadrage consiste à utiliser notre instrument politique qu'est le RHDP pour nous protéger contre les mauvaises intentions des autres. Aspect numéro 3. Confrontation politique. La politique est un combat de tous les jours. Tous les espaces doivent être conquis et préservés. Elle intervient à la limite de la raison et du raisonnable, surtout lorsque des problèmes de société sont nés et qui n'échappent à la rationalité. La marche des opposants de tous bords laisse suffisamment de traces de potentiels conflits, tels que le laisser sans réagir pendant longtemps peut nous échapper en prenant la forme de lutte à tout jamais complexe. C'est avec culot que le président du comité d'organisation de la visite de Laurent Gbagbo à l'Ouest a défendu sur NCI le dimanche surpassé le contenu du discours déchirant de son leader, sans qu'il y ait un recours contre-offensif de la part du RHDP avec des arguments de causalité et de conséquence. L'avoir laissé seul, à l'aise sur un plateau de télé, me semble-t-il être une caution à la fabrication du mensonge contre la vérité, en laissant le sort des valeurs républicaines à la vindicte des gens sans limite. Aspect numéro 4 dont il faut tenir compte en politique. L'importance de la communication politique. Nous estimons, sans faire le diagnostic thérapeutique, qu'il soit essentiel de faire de la communication politique en étant beaucoup plus présent dans les débats sur les chaînes et bien d'autres espaces propices. Notion hautement importante, surtout dans un contexte comme le nôtre, où pour certains, tous les coups sont permis. L'avantage de ce type de communication dite politique est de nature polémique. Elle doit permettre au RHDP d'être présent dans les lieux d'affrontement idéologique ou de valorisation de nos actions,
en donnant l'occasion non seulement de démontrer nos valeurs propres, mais aussi à discréditer nos valeurs par les arguments. Non, pardon, à discréditer nos adversaires par des arguments concrets d'attaque et de défense. Aspect numéro 5, à prendre en compte en politique, les leviers de la communication politique. À chaque fois que l'occasion le permettra, comme celle liée aux récentes sorties de M. Laurent Gbagbo, nous devrions être en mesure de restituer le sens caché des choses, en nous appuyant sur les arguments de causalité en confrontation basés sur le mérite, la justification, la responsabilité et la chance. Le bonheur est difficile à restituer en mots. Grande serait notre joie de voir notre parti, le RHDP, occuper l'espace des débats pour restituer à la mémoire les bienfaits de sa gestion du pouvoir en apportant la contradiction nécessaire aux calomnies des opposants. Ainsi, par l'argument de mérite, s'attribuer le crédit d'un ensemble de choses considérées comme positives selon les situations. En exemple, en réponse au discours de M. Laurent Gbagbo à l'Ouest, on aurait dû apporter le démenti par la preuve de la visite d'État à l'Ouest du président Alassane Dramane Ouattara en avril 2012, où depuis jusqu'à ce jour, environ 750 milliards de francs CFA ont été investis dans le district des montagnes dont le Guémon fait partie, contrairement à Laurent Gbagbo qui les a fait tuer. Par l'argument de justification, expliqué par le contexte, l'existence de faits négatifs, douteux, dont on pourrait tenir l'opposition de responsable. En exemple, la destruction des vies par les déchets toxiques, la destruction du système éducatif par la FESI, la gestion du pouvoir d'État par la rue sous le régime de Laurent Gbagbo, le gaspillage des ressources ou, si vous voulez, des deniers publics, où l'on a assisté à la disparition de plus de 9 000 milliards sous le régime de Laurent Gbagbo, l'instrumentalisation des mentalités au repli identitaire, le délit de faciès, etc., etc. Par l'argument de chance, refuser à un adversaire politique le mérite d'un état de choses positif en alléguant qu'il ait pu seulement bénéficier que de circonstances favorables. En exemple, sa tournée à l'Ouest a été possible en peu de temps grâce à l'état des routes réhabilité par le président Alassane Ouattara. La situation d'aubaine des revenus du PPTE n'a en rien profité à l'Ouest, si cher en apparence à M. Laurent Gbagbo. Par l'argument de responsabilité, reprocher à l'adversaire un ensemble de faits négatifs. En exemple, pour lequel motif de droit, Laurent Gbagbo peut-il décréter que la réconciliation et la paix viendront que des ouais et non des autres victimes en méprisant la justice qui consacre les droits de tous ceux qui sont morts pendant cette crise par la faute de M. Laurent Gbagbo. Pour finir avec la conclusion, disons que le droit découle des lois. En démocratie, le respect des lois est son fondement et donc non seulement est incompatible avec de tels populismes de Laurent Gbagbo, mais n'arrange en rien les mentalités au pardon et à la réconciliation. Nous sommes à peine 3 ans des élections présidentielles, mais ce temps est assez suffisant pour laisser toute altitude à l'opposition de jouer sur la variable de la désinformation consistant à massacrer les mentalités psychologiquement par la faute de contradiction. À due concurrence des mensonges allégués, nous nous culpabilisons dans les dérives de langage que les opposants entretiennent pour déstabiliser le pays. C'était un article d'un élève de la classe, CK, qui vit aux États-Unis.
Très bel article de réflexion. Merci. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas uniquement à Éclaireur Pro Vérité et à Madame Blanc de produire des textes d'analyse politique. Quand ces textes sont bien élaborés et bien agencés et ont du contenu comme ce fut le cas aujourd'hui, nous prenons plaisir à les lire et c'est intéressant que tous les élèves de la classe qui peuvent ou qui veulent s'y mettent parce que ça participe aussi à la création même des richesses intellectuelles. Et le plus important pour nous, c'est de marquer notre temps avec notre capacité à réfléchir et à faire des propositions qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Et c'est pourquoi vous verrez que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tout ce que nous produisons vient de nous-mêmes, de nos propres capacités intellectuelles et sur divers aspects. Et donc, je dis merci à Seka pour ce beau travail qui a été réalisé. Sujet numéro 3. Vagabondage de nationalité. Un cadre du Front populaire ivoirien répond à M. Laurent Gbagbo. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a reçu le mercredi 13 avril 2022 les cadres de son nouveau parti politique, issu de la région du Haut-Sassandra. Cette rencontre du criminel de guerre non repenti avec ses cadres venus lui rendre visite était une autre occasion pour lui de prendre la parole et de se prononcer sur certains sujets en rapport avec son incarcération à la CPI, le troisième mandat de son successeur Alassane Ouattara et bien d'autres sujets. Lors de son discours, le criminel de guerre impénitent, Laurent Gbagbo, a dit ceci. On attendait. Gbagbo ne doit pas revenir en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne doit pas venir ici. Si moi je ne viens pas en Côte d'Ivoire, je vais aller où? Je ne suis pas un vagabond de nationalité. Depuis que je vis, je n'ai jamais demandé la nationalité d'un autre pays, a-t-il déclaré en face des cadres du PPACI venus lui rendre visite à Mama. Ces propos de l'ancien criminel de guerre non repenti, Laurent Gbagbo, ex-patron des escadrons de la mort et le seul président ivoirien à n'avoir jamais gagné d'élection, ont suscité plusieurs réactions, dont celle d'un cadre du Front populaire ivoirien, à la personne de Marlon Eburni, qui n'a pas perdu de temps à répondre à Laurent Gbagbo. Dans un post publié sur sa page Facebook, le vendredi 15 avril 2022, Marlon Eburni, à propos du vagabondage de nationalité dont a fait cas le criminel de guerre Laurent Gbagbo, lui répond en ces termes. À la question du vagabondage de nationalité dont a fait cas Laurent Gbagbo, je lui poserai la question de savoir, avec le passeport, de quel pays a-t-il pu fuir la Côte d'Ivoire quand il disait ne plus être en sécurité dans le même pays qu'est la Côte d'Ivoire sous le régime du président Félix Houphouët-Boigny. À un moment donné, il faut que M. Laurent Gbagbo, le criminel de guerre non repenti, ait un peu de respect pour le combat que nous avions mené à l'époque auprès de lui. On ne lui demande juste que ça. Il faut dire que depuis le départ du criminel de guerre Laurent Gbagbo du FPI pour la création d'un nouvel instrument politique dont le PPACI, Marlon Eburni fait partie de ceux qui ne partagent pas la politique actuelle menée par l'ancien criminel, par ce criminel de guerre ivoirien. D'où il ne manque pas de tacler sévèrement Laurent Gbagbo dès que l'occasion se présente à lui. Sujet numéro 4. Karamogoche. Que disent les djinns à mon sujet? C'est un sujet qui est à la fois comique et, si vous voulez, c'est un sujet qui est en rapport avec la nomination du nouveau gouvernement qui naîtra. Et donc, on a pu voir certains s'illustrer de la plus ignoble des manières à Yamoussoukro, s'illustrer même, je dirais même en brouteur, pour mobiliser des gens, pour faire croire au président Ouattara que c'est eux qui peuvent mobiliser et qui sont très efficaces sur le terrain. Et pour certains, eux, ils auraient confié directement leur sort au marabout. Et donc,
Voilà un article qui est à la fois comique mais réel et dont le titre est Karamoroche, que disent les djinns à mon sujet? Il a pris tout le monde de court. Au moment où on s'y attendait le moins, la déroute est grande, absolument phénoménale. Qui aurait cru un seul instant que la décision tomberait maintenant, comme un coup ferré? De quoi avoir le souffle coupé, d'autant plus qu'il a réussi à couper l'herbe sous les pieds des uns et des autres. C'est le branle-bas au sommet de l'État. Personne ne s'attendait à ce que les cartes soient rebattues si tôt. On ne tient plus en place. Ça court dans tous les sens. Stop ou encore, nul ne saurait le dire. L'angoisse est perceptible et est à son paroxysme. La peur au ventre, on se demande si l'aventure se poursuivra ou alors s'arrêtera-t-elle brutalement. Qui part, qui reste, qui vient, on ne saura vous le dire pour l'instant. Bien malin qui pourrait répondre à cette question à plusieurs inconnus. La tourmente fait rage et les nuits blanches se succèdent pour tenter de percer le mystère. En vain. Plus que quelques jours pour être situé sur son sort. On paierait le prix qu'il faut pour en savoir davantage. On en a l'habitude. Quand le sentiment de vulnérabilité semble dicter sa loi, quand la situation échappe à tout contrôle, une chose est certaine, des têtes tomberont, des têtes vont tomber, des têtes doivent tomber. De haut, je puis vous le dire. En ces temps d'incertitude, il est forcément fait appel à la formule consacrée. Karamoroche, que disent les djinns à mon sujet? Les lamentations sont de plus en plus persistantes. De quoi donner des cas de conscience aux détourneurs de boules, aux détenteurs de boules de cristal. Karamoroche, pardon, fais quelque chose pour moi. Peu importe le prix fixé par tes djinns. Aucun sacrifice n'est trop grand pour garder mon tabouret. Je suis prêt à donner le bœuf noir. Je suis prêt à donner le bœuf blanc. Je suis même prêt à donner le bœuf qui aura la même couleur que celui exigé par les enfants d'Israël à Moïse. Je suis prêt à tout. J'ai suffisamment détourné de l'argent et je suis prêt à payer et à te payer toi et tes djinns pour ne pas que je quitte mon poste. Je ne veux pas perdre mon poste. Perdre ce poste, ça serait fini pour mon existence. S'il te plaît, parle à tes djinns, demande à tes génies et même aux sorciers de notre village de se mettre ensemble pour que je puisse rester à mon poste. Je ferai tout pour vous satisfaire, vous les génies de notre village, les sorciers de notre contrée et surtout les djinns de notre nation. Je suis prêt à tout vous donner, mais il faut que je reste à mon poste. Dans ce contexte, quels que soient les caprices les plus loufoques de Karamoroche, ils seront satisfaits à la lettre. Normalement, le tabouret est en jeu. Quelle est l'utilité d'un tel folklore malsain? Le pouvoir discrétionnaire du chef ne saurait se laisser distraire par les prétendus pouvoirs des djinns ou des diables ou des génies en mal de publicité. En fait, il y a longtemps que la liste est fin prête. C'est déjà bouclé, c'est géré et c'est calé. Et ce ne sont pas les élucubrations de Karamoroche, des génies du village, de la vieille sorcière de notre village et des génies de notre contrée qui changeront quoi que ce soit. De toute façon, les tabourets, il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde. Suivez
le regard des élèves de la classe. Sujet numéro 5. On a tout compris. Et ça, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. On vous l'avait déjà dit et on vous avait tout dit déjà. Et ceux qui suivent bien ce que nous disons, vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Tout est déjà bouclé. Ceux qui se fatiguent, se fatiguent. Et donc, le sujet numéro 5, comme d'habitude, on dit souvent des choses trop en avance. On a tout compris. C'est un article de Saïd Penda. Une enquête très détaillée de notre confrère de Jeune Afrique vient confirmer ce que l'on soupçonnait depuis belle lurette. Derrière l'activisme prétendument bénévole des soi-disant libérateurs de l'Afrique, du joug du néocolonialisme occidental, de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, se cache en réalité une activité très lucrative pour ses auteurs, ou si vous voulez, ses acteurs. Ces deux individus sont, selon Jeune Afrique, des agents recrutés par la Russie à travers le patron de Wagner, l'oligarque russe Evgeny Prigojine, pour faire la promotion de la Russie et vilipender l'Occident. Parmi les autres agents et instruments de la Russie en Afrique francophone, Jeune Afrique cite également la télévision camerounaise Afrique Média et un de ses minables chroniqueurs en la personne de Banda Kani, que j'appelle Banda Boom, et une radio centrafricaine émettant à Bangui, auquel il faut ajouter l'agitateur malien connu sous le surnom de Ben le Cerveau, entre guillemets. Tous ces individus seraient gracieusement rémunérés par la Russie. Le masque des libérateurs de ces ignobles personnages dissimule donc en fait une entreprise bien montée, une affaire de gros sous. Il s'agit simplement de nous arracher des tenailles de l'Occident, soit dit-il, pour nous vendre à vil prix à la Russie. Après la publication de l'article de Jeune Afrique, Kémy Séba a lui-même reconnu sur sa page Facebook avoir rencontré récemment encore plusieurs dirigeants russes. Les néo-esclavagistes africains ont un visage. Comme le chante un artiste ivoirien, on a tout compris. Et seuls ceux qui ont accepté d'être les victimes consentantes vont encore suivre les marchands d'illusions. En ce qui me concerne, non seulement je jure devant Allah ne vendre mon âme et ma dignité à aucune puissance qui veulent dominer l'Afrique, mais mieux, j'implore le Seigneur de l'univers de ne jamais me laisser succomber à nulle tentation de ce genre. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. Et le plus intéressant, ce n'est pas seulement la Russie, mais il y a aussi l'Iran. Et ces personnes-là travaillent avec l'Iran et la Russie. Et donc, pour ceux qui connaissent la géopolitique, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un cercle virtuel des intérêts mondiaux, l'Iran, la Chine et la Russie. Et donc, malheureusement, Kémy Séba et sa clique, comme Nathalie Yamb et autres, sont les nouveaux marchands, les nouveaux négriers de l'Afrique. C'est eux qui disent qu'ils veulent arracher l'Afrique aux colons pour revendre cette même Afrique aux Russes, aux Chinois et aux Iraniens. Comme quoi, avec ces personnes, nous n'en finirons jamais avec l'esclavage. Alors qu'aujourd'hui, l'homme noir gagnerait à être lui-même son propre maître, à assumer son destin et à ne dépendre uniquement que de lui-même. C'est en cela que l'homme africain vaudra la peine d'être compté parmi les autres peuples sur cette terre. Sujet numéro 6, qui est le dernier, c'est une écriture de notre mère, Madame Blanc. Le titre, « Élagons cet arbre ». Élaguer un arbre
consiste à le débarrasser de ses branches superflues, ces branches qui débordent chez le voisin, qui servent de chemin à des vermines de toutes sortes. Ces branches inutiles ne sont bonnes qu'à menacer de vous tomber sur la tête en temps orageux. De véritables épées de Damoclès. Qu'il devient beau, un arbre bien élagué. À l'image d'un arbre débarrassé de ses branches pendantes, nous rêvons d'une prochaine équipe gouvernementale sans ces ministres qui ont oublié qu'ils avaient été nommés pour travailler pour le peuple. Plutôt que de se montrer dignes de confiance, ils se sont illustrés dans la médiocrité absolue. Pour certains parmi eux, la nature de leur fonction leur a carrément échappé. Par exemple, allez poser la question au réconciliateur, le pourquoi de sa présence au sein de l'équipe. S'il s'est illustré, ce n'est pas pour le travail qui lui avait été confié. Et en cela, il n'est malheureusement pas le seul. Ce sont ces ministres dignes d'être cisaillés, dégagés, vomis, bannis, jetés à la poubelle comme des fruits pourris. Ils pèsent inutilement lourd. Ils pompent gaiement nos économies dans le présent et le comble est qu'ils seront appelés à toucher des rentes viagères. Une aberration propre à la Côte d'Ivoire. Un pays pauvre qui rétribue ses cadres médiocres à vie et accompagne leurs rejetons jusqu'à leur majorité. Pendant ce temps, les orphelins, les enfants de familles modestes sont laissés pour compte. Malgré nos appels à la solidarité, nonobstant la supplication du chef à renouer avec leur base, ils sont restés inflexibles, insensibles, occupés qu'ils sont à assurer un meilleur avenir aux leurs. Ils sont, pour la plupart, les fils d'eux. Ils n'ont jamais connu la souffrance, encore moins la difficulté dans cette existence. Ils sont nés pupilles de l'État et leurs enfants, après eux, les remplaceront dans cette position favorable. Puis viennent ceux qui sont là par reconnaissance. Ceux-là ont été nommés pour un fait d'armes quelconque et souvent même banal. Un os brisé, un mariage, un lien de famille hypothétique, souvent même une simple délation aura été suffisante pour connaître une promotion, et etc. Oui, il est clair que la nécessité d'épurer l'équipe de ces éléments infructueux s'impose. C'est en cela que nous souhaiterions qu'ils soient purement et simplement congédiés et non déplacés. Il faut absolument les congédier. Nombreux sont ceux qui sont très compétents et qui ne demandent qu'à être essayés. Monsieur le Président, quand viendra l'heure du choix, le seul critère à faire valoir est la compétence. Et les personnes compétentes, on en trouve dans toutes les couches sociales de notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Très beau texte de notre mère, Madame Blanc. Nous avons fini avec la présentation de ce jour. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'être des nôtres. Merci de nous accorder tout l'intérêt qui va avec nos différentes émissions. Et pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous avons demandé, compte tenu du fait que nous sommes sur une nouvelle page, que vous restez connectés à toutes les anciennes pages. On a simplement été bloqué pour 30 jours. Ces 30 jours passeront et nous allons repartir là-bas. La nouvelle page sur laquelle nous sommes, très peu de personnes la connaissent. Très peu de personnes peuvent recevoir les notifications. Je vois actuellement un certain nombre de personnes sur Facebook et sur YouTube que chacun se dise, il faut que je partage au moins dans 10 messengers, que je partage au moins sur 5 pages, que je partage au moins sur 5 ou 6 profils
vous verrez que ça va permettre aux uns aux autres de connaître la page. Et comme je le disais, avec la difficulté, l'on gagne en expérience. Et j'ai pu vous dire que grâce à ces difficultés-là, nous pouvons maintenant communiquer en temps réel simultanément sur Facebook et sur YouTube à notre souhait le plus absolu. Et ça, c'est vraiment une chose très intéressante. Et donc, comme nous le disons toujours, ceux qui veulent appeler, il est midi 7 heure de New York et il est 16h07 heure d'Abidjan. C'est le même mécanisme. Vous appelez sur le même Messenger, Éclaireur Pro Vérité bis. On va pouvoir vous donner la parole et vous allez pouvoir vous exprimer. Pour ma part, je dis qu'aujourd'hui est un jour de joie pour nous parce qu'ici, nous avons clairement évoqué notre position relativement au choix du Premier ministre et du vice-président et nous avons été satisfaits. Au-delà de ce facteur, nous sommes aussi très heureux du choix de M. Patrick Hachi en tant que Premier ministre parce que c'est quelqu'un qui a la volonté, quelqu'un qui a l'intelligence et quelqu'un qui a l'expertise et surtout qui a la connaissance pratique des dossiers. Et c'est la bonne personne à la bonne place selon moi. Et je dis que nous sommes très satisfaits du choix élaboré par le président de la République et que nous prions Dieu pour que le choix des ministres qui seront choisis, il en soit de même. Que tous ceux qui sont des personnes superflues, des personnes inefficientes, des personnes qui ne peuvent rien apporter, que l'on tienne compte uniquement de l'aspect de la compétence avant toute autre considération. C'est vraiment très important. C'est en cela que l'équipe va être très resserrée. C'est en cela que l'équipe va gagner en compétence pour apporter les résultats comme le souhaite le chef de l'État, mais surtout, comme les Ivoiriens le méritent et surtout s'attendent à des résultats qui puissent avoir des impacts concrets dans leur existence pour une vie assez meilleure. Et donc, il est midi 10, heure de New York, 16h10, heure d'Abidjan. Tous ceux et toutes celles qui veulent s'exprimer, vous avez 15 minutes pour vous signaler pour qu'on puisse prendre vos appels en compte. Vous pouvez dès maintenant signaler que vous souhaiteriez prendre la parole. On va vous la donner. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Je vais très bien, cher frère. Vous-même? Oui, ça va extrêmement bien. Ah, ok, je sens ça par la voix même. Oui, Donc, vous avez la parole. ça va? Oui. Ok, merci beaucoup. Mhm. Dans un premier temps, j'aimerais dire ceci aux élèves de la classe. Moi, j'allais leur dire comme ça de s'estimer très heureux de ce qui vient de se passer aujourd'hui à Yamoussoukro. Mhm. C'est une grande joie et je pense que c'est une victoire pour nous. Voilà, suivez mon regard. Pour commencer, éclairant, j'allais encore te dire merci beaucoup pour tout le travail que tu as là-bas et avec l'ensemble des élèves de la classe. Et je dis bien des choses à notre mère, Madame Blanc et Madame Aki. Et je salue Maurice Kanaté et Dioclis Larios, Andrea Boké, Abissi Moye. Je salue notre aîné Touré Katies, Foudado, Bouba Fofana, Adama Kone, Verté Abdoulaye et Nefer Titi. Je salue Marion Sissavani, Djeneba Ouattara, Valim Sissé, en tout cas avec toutes les personnes qui sont connectées, Béranger Daboué. Vraiment, soyez salués, le patriarche Gras, et merci beaucoup. Je salue aussi le parrain, Marius Koudou, qui est du côté de Yamoussoukro. Certainement, il est encore là-bas à Yamoussoukro. Et aussi, moi, j'ai tenu à saluer toutes ces personnes. Parce que ce n'est pas facile, vu que nous avons été bloqués
sur l'autre page. Mais quand je regarde un peu le nombre de personnes connectées aujourd'hui sur la nouvelle page, ça voudrait dire que les gens accordent une grande importance à tout le travail que vous faites. Et les gens vont vers, en tout cas, ce qui est bon. Et quand c'est mauvais, vous ne trouverez jamais quelqu'un aller dans ce sens-là. Mais ça veut dire que le travail est bon et que c'est apprécié de tout le monde. Et voire même là, le travail est apprécié même au plus haut niveau de l'État. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et Djanguiné Diarra, merci beaucoup, sois la bienvenue. Bon, éclairé, je pense que mon intervention va s'articuler autour de la cérémonie que nous avons vue aujourd'hui à Yamoussoukro, relativement à la nomination du Premier ministre Patrick Achi, la reconduction du Premier ministre Patrick Achi, et celle de Timogo Méliette Collier en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que nous étions un peu en avance sur certaines personnes. Et si je le dis, peut-être que nous avons dit, sans toutefois donner le nom. Mais je pense que nous, on n'a pas été surpris le fait que Patrick Assi soit reconduit ou que Tiemogo Méliette soit nommé comme vice-président. Et comme vous le savez, le président Alassane Ouattara est un homme très averti, est un homme imprévisible. Si je dis imprévisible, une chose peut être faite le matin et après analyse, le président verra que ce n'est pas ça, il va changer. Mais quand il change, c'était toujours dans le bon fonctionnement et il ne s'est jamais trompé dans ses choix. Et le choix du vice-président, Collier Méliette Timogo, qui est une personnalité qui a fait tous ses armes dans la finance. Et notamment quand vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Et ce bagage intellectuel-là ne peut pas rester toujours hors de la Côte d'Ivoire. Il a servi la Côte d'Ivoire en étant dehors, mais son aura est resté, en tout cas sur la Côte d'Ivoire. Maintenant que le président Alassane Ouattara, sans qu'il temps, il revienne, en tout cas, venir participer au développement économique de la Côte d'Ivoire, en tout cas, va le faire revenir auprès de lui pour continuer son œuvre. Vous savez qu'être président de la République ou encore vice-président d'une nation n'est pas donné à tout le monde. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre, et moi, je ne suis pas dans les sentiments. Et ceux qui sont dans les sentiments, ça n'engage que eux. Aujourd'hui, je le dis, il n'y avait pas mieux que Timogo Méliette Collier pour accéder à ce poste-là. Et le président le sait, parce qu'ils ont été ensemble à la BCAO. Le président a été son patron à la Banque centrale. Et quand même vous avez vu l'intervention du président, et vous allez comprendre que cette personnalité, la personne de Timogo Méliette Collier, en tout cas, est une personnalité aux dimensions, en tout cas, je peux dire internationale. Et puisque la BCAO n'est pas du fait de la Côte d'Ivoire, et même si la Côte d'Ivoire a le plus de pourcentage, en tout cas dans l'économie de la BCAO, mais c'est au moins 14 pays ou 15 pays. Et donc, quand vous voyez une personne comme ça qui a servi tous ces 15 pays, et que le président de la République décide de le faire venir, et puis ses pairs qui sont avec lui à la BCAO refusent qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour servir son pays, allez-y comprendre que Timogo Méliette Collier était un élément essentiel, incontournable dans le fonctionnement
du système de la BCAO. Et puisque quand tu n'es pas aguerri et que tu n'as pas les compétences, tu ne peux pas servir à ce poste-là. Mais je pense que le président Alassane Ouattara a bien fait de le faire venir en Côte d'Ivoire. Mais quand il vient, vous allez voir, le président va respirer un peu. Quand je dis va respirer un peu, ça veut dire que tous les jours, quand on se réveille, le président est parti de la Côte d'Ivoire. Il est partout dans le monde entier. Et donc, l'arrivée du vice-président, en tout cas, va soulager un tant soit peu le président. Et il y a des missions auxquelles le président ne va plus participer. Et ça va relever maintenant la compétence du vice-président qui est Timogo Milep Kone. Et vous voyez, et quand il n'était pas encore nommé, et Patrick Achi, un bon premier ministre, faisait ces missions-là pour le président. Et Patrick Achi, aujourd'hui, son rôle va consister essentiellement à se consacrer, en tout cas, sur le gouvernement. Et ce gouvernement qui a été demandé au président de la République, vous allez voir que ça sera un gouvernement de mission et pas un gouvernement de plaisanterie. Et donc, Patrick Achi va se consacrer essentiellement sur le fonctionnement et la suivi de la chose gouvernementale. Et je pense que quand vous prenez le président de la République et le vice-président et le premier ministre, et ce trio-là, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays de plaisanterie, parce que regardez la dimension internationale de ces trois hommes. Je le dis bien, et ce ne sont pas des choses qui sont inventées, et les personnes-là, ce ne sont pas des choses virtuelles, et nous touchons en tout cas tout ce qu'ils font de façon physique. Et donc, la Côte d'Ivoire est arrivée à un tournant où il faut des hommes de qualité et des hommes sérieux à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir la position géographique de la Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce pays-là, ce n'est pas un pays où on doit confier à un plaisantin, parce que c'est la plaque tournante, en tout cas, de notre économie. Mais si la Côte d'Ivoire est en paix, ça veut dire d'office que les autres pays auront la paix. Si la Côte d'Ivoire est stable de façon économique, vous allez voir, l'économie des autres pays va rayonner. Mais une fois que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, ou encore la Côte d'Ivoire n'a pas un bon président, n'a pas un bon premier ministre, n'a pas un bon vice-président, vous allez voir que ça va répercuter sur les autres pays. Et donc, réjouissons-nous du fait que le président Alassane Ouattara ait eu cette vision, en tout cas de nommer, de reconduire Patrick Achi et de nommer un vice-président. Et Patrick Achi, c'est un homme qui a travaillé aussi à l'international, tout comme le président Alassane Ouattara et le vice-président. Donc aujourd'hui, quand les trois se retrouvent, allez-y comprendre que la Côte d'Ivoire est véritablement de retour. Et l'économie ne fera que fleurir pour le bonheur des Ivoiriens. Maintenant, s'agissant de la succession, vous savez, je parle en termes de constitution. Et ce n'est pas moi qui les invente, c'est la constitution qui parle de ça. Et avant, le dauphin constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire était le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait automatiquement les rênes pour conduire les États, en tout cas les affaires de l'État. Avec la nouvelle constitution qui a introduit, en tout cas, cette fonction de vice-président, aujourd'hui donne la pleine mesure au président de la République de choisir son vice-président avec l'accord du Parlement, avec du Congrès, les deux chambres réunies en Congrès. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, d'aucuns vont poser la question, mais pourquoi le Parlement, ou le président va choisir le Parlement, comme on appelle le vice-président, avec l'accord du Parlement, sachant très bien que le vice-président
n'est pas un élu, ça veut dire qu'il n'est pas un député, encore moins un sénateur. C'est vrai, ça peut paraître comme ça, mais je dis que ce n'est nullement écrit quelque part dans la Constitution que pour nommer le vice-président, il faut qu'il soit un élu. Non. Ça veut dire quoi? Puisque comment on appelle, les députés sont là pour voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Ça veut dire quoi? D'office, les députés ont leur mot à dire, mais ça ne veut pas dire que forcément il faut que le vice-président soit un élu. Et c'est une tradition, et le président n'a pas dérogé à la tradition, il allait en tout cas remplir cette tradition. Et aujourd'hui, les députés à l'unanimité, les deux chambres ont convenu que le choix que le président a fait, c'est le meilleur choix et ils n'ont pas eu, en tout cas, de commentaires particuliers, si ce n'est de donner un quitus ou de donner encore, comme on appelle, l'autorisation au président, en tout cas, de nommer Tiemogo comme vice-président. Et donc, la question de la vice-présidence était une question très préoccupante, en tout cas pour nous, les élèves de la classe. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé les autres avec Dinkan, et Dinkan a trahi, et n'eût été l'onction de Dieu, et je pense que ça allait devenir quelque chose. Mais aujourd'hui, si le président a tiré des leçons de ce qui s'est passé en 2020, et qui a choisi quelqu'un qui ne va pas le trahir, et qui va travailler dans sa vision, je pense que c'est ce que nous avons demandé. Et donc, on ne peut plus demander plus que ce que nous avons reçu. Et celui qui va s'opposer à ce choix, ça veut dire que la personne a un agenda caché. Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'opposer à ce choix du président. Et non. Ceux qui vont le faire, ça veut dire qu'ils ont leur calendrier personnel et ils ne veulent pas travailler pour la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, la question est terminée. On ne parlera plus, comme on appelle, de ce problème-là. Ce problème-là est passé parce que les gens prenaient ça pour faire chanter les gens et ils disaient en ces termes qu'il y avait un vide constitutionnel et que quand c'est comme ça, ce n'est pas bien et que la Constitution est violée. Tout ce débat-là est désormais derrière nous. Il n'y a plus de vice constitutionnel. Et tout est complet. Aujourd'hui, place maintenant au travail. Et les jours à venir, le vice-président va prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Et à partir de la prestation de son serment, il va rentrer maintenant dans ses prérogatives de vice-président, dans ses habits de vice-président, et il va commencer à travailler. Certainement, il y aura des dossiers chauds qui l'attendent, et il fera face à ces dossiers, mais je pense que c'est un petit problème pour lui. Et quelqu'un qui a géré, comme on appelle, 14 pays ou 15 pays, et gérer la Côte d'Ivoire, c'est vrai, la complexité, il y a ce qu'on appelle la complexité de l'État, mais je pense que quand même, il va tenir, puisqu'il aura pour guide son excellent Alassane Ouattara, et Patrick Achi, puisque c'est maintenant qu'il intègre, comme on appelle, l'exécutif, et certainement il y a des choses auxquelles il sera confronté, que Patrick Achi a déjà vu ça par le passé, et le président, et donc ils viendront lui apporter leur aide afin qu'il puisse réussir sa mission. Et donc je pense que cette question de succession au tête de l'État et au-delà, la question est réglée. Moi je le dis à qui veut l'entendre, moi on ne peut pas donner la vice-présidence à quelqu'un qui va nous trahir. Ça seulement on ne va pas accepter. Et donc sur la question de la vice-présidence, voilà un peu ce que j'allais dire, si tu as quelque chose à dire avant que je ne poursuive. Merci beaucoup. Non, tu peux continuer puisque c'est la même pensée. Et donc tu peux continuer. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de tel que vous avez écrit, et depuis un peu la citation, je vais parler du texte sur le maraboutage. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'ils sont nés avec des postes ministériels. Et au point d'aller chercher des nachidis, d'aller chercher des marabouts pour venir contre le président Alassane Ouattara. Mais c'est voué à l'échec. Et quand on voit ces personnes, ces
réduit à néant, qui court dans tous les sens, hors de la Côte d'Ivoire, allez voir les marabouts, mais c'est déplorable pour vous. Et ça veut dire que vous n'avez pas travaillé dans la vision du président. Voilà pourquoi vous avez couru pour aller voir les marabouts ou aller voir quelqu'un pour venir demander pardon au président. Sinon, si tu sais que tu as travaillé, et le président de la République sait que tu as travaillé dans ton domaine, mais tu n'as pas besoin de courir pour aller chercher un marabout, tu dois rester serein. Et tu sais, quelle que soit la situation, tu seras reconduit dans ton portefeuille ministériel. Mais si tu cours pour aller chercher des marabouts, ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Et ce que vous avez dit de Suleiman Diarra-Souba et de Amédée Kouakou, c'est clair. Moi, ma position, elle est claire. Amédée Kouakou, moi je l'ai dit ici. Mais les gens ne voient pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais s'il est reconduit, vous allez venir dire un jour le roi avait raison. Amédée Kouakou, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait du bon travail. Il sait qu'il n'a pas fait du bon travail. Pourquoi tu vas aller mobiliser des gens pour montrer au président que toi tu as travaillé? Moi je l'ai dit ici. Tous les projets de bâtiment au nord, Amédée Kouakou a mis place là-dessus. Et le jour où je vais entendre qu'il n'est plus dans ce gouvernement, et je vais célébrer ça. Je vais célébrer. Parce qu'on ne peut pas avoir un ministre comme ça qui trie, alors que lui-même qui t'a nommé là, il n'a pas trié. S'il devait trier et puis regarder, comme on appelle le régionaliste, toi, Amédée Kouakou, tu ne serais jamais ministre. Et il faut dire merci beaucoup à Amadou Kon, paix à son âme. Parce que vous avez travaillé ensemble au Bénin, tu as été là-bas. Voilà pourquoi il a eu confiance en toi et il t'a envoyé. Mais pour le récompenser là, mais tu ne dois pas te comporter comme ça avec lui, sa région. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Et toi, tu es en train de lui rendre, comme on appelle, la tâche difficile. Et ça, on appelle ça de l'ingratitude. Parce que c'est Amadou Kon qui a fait ta promotion auprès du président. Donc, quand tu viens, tu dois travailler pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu détournes les projets pour envoyer à Djibo. Tu détournes les projets pour envoyer au centre et les autres régions. Donc, éclairé, moi, ma position, elle est claire sur le cas d'Amédée Kouakou. Moi, en tout cas, si le président l'a reconduit, moi, je vais rester sur ma paix. Et, en tout cas, s'il n'a pas fait le travail, comme on appelle au nord, je dirais en ce moment que c'est le président de la République qui ne peut pas travailler au nord. En tout cas, moi, c'est comme ça, moi, je vais voir la chose. Donc, il faut qu'il soit dégommé, en tout cas, du gouvernement. Suleiman Diarra-Souba, Sidi Temoko Touré, et surtout, Mamadou Touré. Et lui, s'il est dégommé, comme on appelle, du gouvernement, ça aussi, je vais célébrer. Parce que je sais de quoi je parle. Et puis là, je vais dire quelque chose pour terminer. Dans le cas de Mamadou Touré, pour montrer aux gens que lui, là, je le connais, et quand je parle de ces choses-là, ce n'est pas parce que que je le déteste. Non, c'est pas ça. Vous voyez, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qu'on appelle le CNJCI. Le CNJCI, comme on appelle, l'initiative du ministre, de l'ex-ministre Alain Lobognon. Je parle et je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Et c'est Alain Lobognon, tout ce que ça existait dans le temps. Et Bédié n'en a pas fait cas, Laurent Gbagbo n'en a pas fait cas. Et quand ils sont revenus, le président Alassane Ouattara est revenu au pouvoir, Alain Lobognon a allé suggérer ça au président. Et le président a trouvé que c'était une bonne initiative. Il faut responsabiliser les jeunes et puis leur donner une autonomie. Et c'est comme ça ils ont organisé, en tout cas, l'élection des différents présidents régionaux à travers le pays. Alain Lobognon, étant le ministre à l'époque de la jeunesse et du service civique, était censé conduire cette opération. Et au niveau d'Abobo ici, nous avions notre candidat, qui est l'actuel président de la COJAP, la coalition des jeunes à la santé pour le progrès, Touré Rafik Ben Arafa. C'est lui qui était notre candidat. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'on soit des élections du CNJ au niveau de la commune d'Abobo, qui soit quand même le président des jeunes de la commune d'Abobo. Et l'élection n'était pas une élection éparpillée. L'électorat était ciblé, puisqu'il fallait organiser les organisations et les associations, et donc l'électorat était connu.
Donc nous avons travaillé dans ce sens. Maintenant, au niveau des dépôts, des dossiers, et tout était prêt. Et une fois, le ministre Alain Lobogno nous a convoqués à son cabinet dans les cours administratifs au plateau. Et nous sommes partis et il y avait eu des divergences entre lui et Touré Mamadou. Puisque Touré Mamadou, à l'époque, était le conseiller du président chargé de la jeunesse au palais présidentiel. Et il avait le soutien d'Amadou Kon et il faisait la pluie et le beau temps au palais. Et il pouvait se permettre de dire du n'importe quoi à Alain Lobogno parce qu'Alain Lobogno, dans l'hierarchie, était son supérieur. Et il ne respectait pas Alain Lobogno. Et quand nous sommes allés faire la réunion avec Alain Lobogno, il y a eu des situations et Touré Mamadou nous avait dit d'arrêter le processus, que le processus ne pouvait plus continuer. Et nous avons fait cas ce jour-là au ministre Alain Lobogno de ce que Touré Mamadou nous a dit d'arrêter le processus et que le processus ne pouvait plus continuer son cours. Mais il a fait, Alain Lobogno n'étant pas informé de cette décision, n'a pas digéré. Et au cours de notre réunion, Alain Lobogno nous a dit comme ça que tout ce que Touré Mamadou a dit, ça n'engage que Touré Mamadou. Lui, il est le supérieur de Touré Mamadou. Et Touré Mamadou n'est pas lui son patron. Et Touré Mamadou ne peut pas lui donner des ordres. Éclairez, allez-y comprendre quelque chose. Et donc, mais chemin faisant, on a continué le processus. Mais Touré Mamadou a réussi à bloquer le processus en étant conseiller du président. Puisqu'il a monté Amadou Kon et d'autres cadres contre Alain Lobogno. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont arrêté le processus. Parce qu'il avait des jeunes qui voulaient placer pour contrôler, en tout cas, la jeunesse. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Il a toujours fonctionné dans la division et du régner. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Et il a réussi à arrêter le processus. Et je pense que le processus a fait des années. Et je pense que 2 ans après, quand il a été ministre, en ce moment, il a organisé les élections. Et tous les présidents nationaux qui sont passés, et je veux dire par Edima jusqu'à Djabaté Ibrahim qui est là, ce sont les pions de Touré Mamadou. Et il les met là-bas pour pouvoir contrôler la jeunesse et il utilise pour régner. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Donc aujourd'hui, s'il n'est plus dans le gouvernement ou bien à ce poste ministériel, en tout cas, ça sera une aubaine pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. À l'unanimité, les jeunes sont convaincus qu'il n'est pas bien et qu'il ne travaille pas pour la jeunesse. Voilà quelqu'un qui pense que les jeunes sont ses adversaires. Quand vous voyez un ministre comme ça, il faut le décommettre de son poste parce qu'il n'est pas prêt pour la jeunesse. Et voilà ce que j'allais dire sur le cas de Touré Mamadou. Tout ce qu'il a fait, les projets, les quoi, c'est du faux. Tout est faux sur la ligne. Tout est faux sur la ligne. Donc voilà un ministre comme ça qui n'est pas prêt pour la jeunesse. Il faut l'éjecter de son poste ministériel. Éclairez si tu as quelque chose à ajouter. Non, je crois que relativement au dernier cas que tu viens d'évoquer, c'est ce qu'on dit. Hein. Si M. Mamadou Touré était reconduit, même en tant que ministre, ce serait comme une insulte à l'intelligence même des Ivoiriens. Et pour ne prendre que ce seul cas-là, on en observation, on regarde. Parce que voilà quelqu'un qui n'a même pas été capable de nous trouver quelqu'un. Sur tout ce qu'il a dit, plus de combien de milliards distribués et dans le vent, il n'a même pas été capable de nous trouver un seul modèle qu'il nous a présenté. Et lamentablement, le seul modèle qu'il a présenté qui aurait été Doutry, ce dernier vient de dire il y a quelques semaines que lui, c'est maintenant, il cherche à travailler. C'est ça. Et jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on a émis comme les manquements même dans la fonction, Oui. ils n'ont jamais été capables de venir nous démentir les faits. Et toutes les preuves sont là jusqu'à demain. Malheureusement, de tels modèles sont le symbolisme même de la honte et même de la médiocrité. Et le voir encore dans ce gouvernement, ça serait une insulte même à l'intelligence des Ivoiriens. Pas que nous avons un problème personnellement avec la personne, mais nous disons qu'il n'a pas été capable, il n'a pas été là. Puisque le poste de la jeunesse, ce n'est pas seulement un poste politique. C'est un poste qui va au-delà du politique. On doit faire de la propagande avec. On doit être capable de maîtriser la jeunesse. On doit être capable de sensibiliser à travers les actions. Mais allez regarder et venez me dire si il a été capable ou pas. Vous connaissez la réponse. Et c'est pour cela que nous disons, moi je le dis clairement, Sansan Kambile, Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré, Sidi Touré et Amédée Kouakou, c'est ça que vous avez cité, oui, et bien d'autres. oui.
Et je crois que c'est des gens qui ne mériteraient plus d'être là, dans ce gouvernement-là. Parce qu'il faut vraiment des gens compétents qui peuvent donner des résultats. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, éclairé. Et vraiment, chers élèves de la classe, ne soyons pas quand même aussi exigeants sur le choix du président. Et le président, le choix est vraiment un bon choix. Et je pense que c'est la personne la mieux indiquée. Et donc, on fera avec. Et vous allez voir, il va conduire avec dextérité. La mission qui lui sera confiée. Et vraiment, je dis encore merci, félicitations à tous les élèves de la classe. Et c'est ça aussi la force de notre classe. Et savoir faire des analyses, et savoir faire des projections, et savoir aussi venir dire quand on dit quelque chose qu'après on voit que ce n'est pas ça, et aussi venir encore dire oui, ce que nous avons dit, ce n'était pas ça, et venir rectifier. C'est ça aussi la force d'un homme, de continuer d'être des personnes prêtes. Et je pense que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Et vraiment, sur ce, j'allais vous dire merci, et je dis encore bonne soirée à chacun, et je suis à l'écoute éclairée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Et chers auditeurs et chères auditrices, j'ai l'honneur plaisir de vous dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui même, nous avons gagné un procès qui était très important pour nous. Et je suis sûr que dans les jours à venir, quand vous verrez de quoi il est question, je vais pouvoir rentrer dans les détails. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que de nombreuses familles seront très heureuses. Je ne vais plus rentrer dans cette question-là, mais restons là et observons. Et donc, nous allons toujours continuer avec... Ok. Donc, on va continuer avec la prochaine personne. Allô? Oui, bonsoir, cher aîné. Bonsoir, le grand éclaireur. Oui, Comment allez-vous? je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien. Et la petite famille? La famille va très bien. Et la vôtre? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci. Je suis très content aujourd'hui du discours du Prado du moins, et très content de la nomination de M. Kone Timoko. Vraiment, c'était un bon choix. Un bon choix dans ce sens que, premièrement, il est de notre camp, enfin, il est de notre bord, c'est-à-dire qu'il est du RDR et du RHDP, et qu'on n'a pas donné à quelqu'un un transfuge qui venait à nous tromper un jour comme le faux type de M. Kablan de Duncan. Donc, je suis très heureux. Et du fait qu'il soit technocrate, un banquier, un économiste et un financier, c'est vraiment le comble. Le Prado, vraiment, c'est un visionnaire et je ne sais pas comment le qualifier, quoi. J'espère que son altruisme va se mettre en M. Timoko, Kone, et aussi son ADN. Parce que je vois qu'ils ont à peu près le même parcours financier, économiste et banquier. Et du fait que M. Timoko maîtrise la microéconomie, parce qu'en fait, quand on veut développer un pays, vraiment, il faut maîtriser ce secteur. Même si toi-même, président, tu ne maîtrises pas, mais il faudrait que les collaborateurs maîtrisent la macroéconomie. Et de sorte qu'on puisse développer la microéconomie. C'est très, très important dans le développement d'un pays. Donc, vraiment, chapeau à notre bras d'or. On va même l'appeler aujourd'hui à notre bras diamond. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Parce que vraiment, ce choix qu'il a fait est vraiment inédit. Bon, et puis je reviens sur son discours, monsieur l'éclaireur. Il a souligné 3 axes très importants dans son discours que j'ai pu relever. L'accélération de l'industrialisation,
C'est-à-dire qu'il a parlé de la transformation de nos matières premières. Si on n'arrive pas à faire cela, vraiment le développement sera très très difficile. Et le deuxième point, il a parlé de l'emploi des jeunes. Il a insisté dessus. Et c'est très très important qu'on ait un ministre vraiment capable de mettre un programme vraiment qui concerne vraiment la jeunesse et qui mette la jeunesse au travail. Et de ce fait, j'aimerais dire encore, réitérer mon souhait de dégommage de M. Mamadou Touré, qui n'a rien fait, qui nous a rien apporté, si ce n'est pas des divisions entre les jeunes ou bien je ne sais pas, les faux promesses, les faux, comment j'allais appeler ça, monsieur le Cœur, les faux, aidez-moi dans ce sens-là, les illusions. Voilà, exactement. Donc, vraiment, c'est notre souhait le plus ardent que lui, il soit vraiment éjecté de son poste. Et le troisième point qu'il a souligné, c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Très, très important. Ces trois piliers dans le développement. Si ces trois piliers sont ratés, vraiment, le développement sera raté en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, le Prado, c'est un messie. Je ne sais pas comment le qualifier. Vraiment, il m'a surpris comme d'habitude, comme il a l'habitude de le faire. Et puis, bon, comment on appelle, le poste du Premier ministre revient effectivement à M. Patrick Haché, parce que vraiment, lui aussi, c'est un technocrate comme le Prado, comme M. Koné Temoko. Donc, comment on appelle, M. Patrick Haché aura la lourde tâche de se consacrer spécifiquement au gouvernement, pour ne pas qu'il soit dispatché dans le domaine, pour pouvoir mieux assurer le rendement du gouvernement. Vraiment, les deux choix-là sont vraiment mûris et bien nourris. Vraiment, je leur souhaite bon vent. Et je dis encore une fois, grand merci à notre Diamond, que je vais l'appeler désormais, parce que vraiment, il mérite ce nom. Et puis, je vais réitérer encore, monsieur l'éclaireur, nos vœux les plus ardents. C'est-à-dire le dégommage de M. Mamadou Touré, de Sidi Touré, de Sansan Kambéré, de Koné Nabagné, même si là, je ne crois pas, mais il faut toujours croire, c'est notre vœu, et d'une cinquième personne, j'insiste, je signe et je persiste de Mme Kanya Kamara du fait de son faux pas qu'elle a prise dès sa nomination. Ce sont ces 5 personnalités et puis, en plus, le roi vient de rémunérer monsieur, comment il s'appelle, le ministre de l'entretien routier, non? Amédée Kouakou. Donc, ça fait Amédée Kouakou. Donc, ça fait alors 6 personnalités. J'espère que parmi ces 6-là, on aura quand même la moitié qui soit dégommée. Voilà où je devais m'arrêter ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, je crois que vous avez déjà dit clairement ce que je pense. Et vraiment, merci d'être sorti pour donner de la voix et surtout apprécier le travail effectué par le chef de l'État. Merci à vous-même. Que Dieu nous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci. Je reste à l'écoute. Okay. Et donc, on me signale qu'on n'a pas le direct. Moi, j'arrive à le voir ici. Mais j'arrive à voir 0 personne connectée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas si le direct fonctionne. Ben, le direct, il est en cours ici, mais je vois 0 personne connectée, ce qui est quand même bizarre. Et ça, c'est sur YouTube. Et donc, ceux qui sont là-bas, essayez de me dire, est-ce que vous entendez au moins, si vous pouvez accéder à la page Éclaireur Pro Vérité, est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous fera plaisir. Et donc, on va continuer avec la prochaine personne. Oui, Bacchus me dit que ça fonctionne sur YouTube, et Dieu merci. Si au moins les gens peuvent suivre, c'est déjà le plus important. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous?
Ça va, merci. Et vous-même? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et merci d'être avec nous sur les deux plateformes, Facebook comme YouTube, en direct. Oui. Et c'est un plaisir que de vous avoir aujourd'hui. Et je vous donne la parole. Merci, Révérend Provirité, de m'avoir donné la parole. Je remercie toute la classe d'être en tout cas au rendez-vous. Et surtout que la lutte prenne encore beaucoup plus de force. L'éclaireur, je me réjouis, en tout cas, tout comme le reste de la classe, de l'allocution qu'a eu le président en nommant M. Tchemoko Kone comme vice-président et en reconduisant dans la même foulée M. Patrick Achi comme premier ministre. Ce qui forme au total un trio, en tout cas, de véritables conquérants vu les personnalités qui assument ces fonctions. Et nous, aujourd'hui, si on a quelque chose à demander, c'est vraiment de ne pas avoir dans le gouvernement Patrick Achi 2, c'est-à-dire le gouvernement qui va former très bientôt, c'est Patrick Achi, un certain nombre de ministres qui, ma foi, au vu des résultats, conduisait carrément le quinquennat du président à l'échec. Je veux peser bien mes mots, à l'échec. Le roi du printemps l'a dit tout à l'heure, M. Amédée Kouakou. Oui, le ministre des Infrastructures. Quand on voit sur l'étendue du territoire, effectivement, mais ça commençait à provoquer de la rage dans certaines régions. Le président, dans ses vœux, souhaite que tous les chefs-lieux du département, région, soient connectés par des bitumes. Mais le constat dans le Nord, on se demande quand est-ce que cela serait possible. C'est pour ça que nous nous en réjouissons que ça soit maintenant ce remaniement qui est en tout cas tombé à pic parce que le temps courait et on ne voyait pas grand-chose. Ce qui fait qu'il y a eu un certain nombre d'engagements du président en matière de bitumage dans certaines localités ou entre certaines régions ou départements qui n'avaient pas encore débuté. Nous tous on sait, le goudron, c'est pas en 2 jours qu'on va mettre et sur un certain nombre de distances, c'est des centaines, sinon des milliers de kilomètres qui restent à faire. Et on se posait la question, quand est-ce que ça allait arriver? Imaginez qu'on restait comme ça dans cette configuration. Mais les populations diraient quoi? Le président nous avait annoncé ceci, cela, mais ça n'a pas été fait. Pourtant, il y avait mis les moyens et les hommes, malheureusement, les hommes ont brillé par leur incompétence. Ce qui m'amène aussi à enchaîner sur le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Bon, les défenseurs penseront que nous, on est jaloux de ce monsieur-là, mais c'est totalement faux. Voilà un monsieur qui devrait lui-même, d'ailleurs, je pense qu'il devrait remarquer qu'il était mis à ce poste pour le lancer. C'était en fait le but du président. Il n'a pas compris. Et il a eu cette chance-là. Malheureusement, il n'en a pas profité. Et nous ne souhaiterons pas du tout voir ce monsieur-là à un poste de responsabilité, en tout cas, pas un poste de ministre, ni même un secrétaire d'État. Il faut qu'il aille se reposer et regarder un peu ceux qui